Culture Soccer. Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast quotidien MLS is Back. Votre hôte Adi Raphaël et je suis rejoint par le rédacteur en chef de Culture Soccer, un de nous trois, Antoine Latran. Salut Antoine, ça va bien? Salut Adi, tout va bien de ce côté de l'océan, j'espère que ça va aussi pour toi. Ouais, ça va. Écoute, on vit la vie, comme on dit. Donc voilà. Donc aujourd'hui, par rapport à l'actualité autour du tournoi MLS is Back, il n'y a pas vraiment d'actualité. La seule actualité que je peux vous donner, c'est une actualité quand même assez positive, c'est qu'il n'y a plus eu de cas de COVID-19 depuis au moins 2-3 jours. Donc ce qui est plus 3 jours maintenant. Donc ce qui veut dire que la bulle de la MLS est complètement en train de fonctionner. Donc tous les sceptiques par rapport à cette bulle-là, ils peuvent maintenant ne plus commenter par rapport à ça parce que effectivement la MLS a réussi son pari jusqu'à présent, donc c'est quelque chose d'assez positif, n'est-ce pas Antoine? Oui, j'avoue que moi je faisais partie des sceptiques et je suis vraiment, toujours pas fan de l'idée de ce tournoi, mais non ouais, ça pour le moment ça a l'air de marcher, c'est plutôt cool. J'ai vu que le 29 juillet le resort où ils sont va rouvrir au public, donc là ça va être un peu plus compliqué, il va falloir gérer vraiment la séparation entre le public et les équipes de MLS, mais oui, d'ici là, pour le moment, ça marche très bien. Ouais, c'est ça va compliquer les choses, bien évidemment, à partir du 29 juillet, si effectivement la décision tient. Mais jusqu'à maintenant, la MLS a fait ce qu'il fallait faire. Fan du tournoi ou pas fan du tournoi, le tournoi se déroule, le tournoi est là. Il y a quand même de très bons matchs qui sont en train de se jouer et c'est ça qui est intéressant. Finalement, on a notre dose de foot, notre dose de MLS et c'est ça ce qu'on aime finalement. Donc, on va parler un peu des matchs. Aujourd'hui, on est le 18 juillet. On va parler des matchs du 17 juillet, comme d'habitude, les matchs de la veille. Il y a eu 3 matchs hier. On va commencer par le premier match qui s'est déroulé ici à 8h le soir, heure du Québec. Donc, ce qui veut dire à 2h du matin, heure française. C'était un match entre les Révolutions de la Nouvelle-Angleterre face au DC United. On attendait ce match-là parce que New England avait fait un très bon match face à l'Impact de Montréal, tandis que DC United avait réussi un peu contre toute attente à soutirer le match du point le point du match nul face à Toronto. Et on attendait un peu ce match-là pour voir si New England allait continuer à monter en puissance et si DC allait pouvoir encore tenir le coup. Finalement, c'est un résultat nul de 1-1. Est-ce que, en général, Antoine, le match, est-ce que c'est un résultat auquel tu t'attendais? Pas forcément. Je pense que New England partait favori. Et par rapport à la physionomie du match, New England méritait vraiment de s'imposer. DC United a su frapper au bon moment, mais New England peut vraiment se mordre les doigts. Ils ont eu vraiment beaucoup plus d'occasions. Ils ont été bien plus dangereux. DC, comme au dernier match, vraiment c'est un coup de chance un petit peu. Ils passent pour le moment, mais vraiment sans convaincre. Ouais, effectivement, je suis complètement d'accord avec ton analyse. Vraiment une grosse pression et grosse domination de la part du Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Mais on va revenir sur les détails du match un peu plus tard. On commence comme d'habitude par les 11 de départ des deux équipes. Donc DC United se présentait avec Bill Hamid dans les buts. À droite, O'Neill Fisher qui avait la confiance de Ben Olsen cette fois-ci. En défense centrale, toujours la même avec le Français Frédéric Briand et l'Américain Steven Birnbaum. À gauche, Joseph Mora, toujours là. Au milieu de terrain, cette fois-ci, on avait Felipe et Russell Canoes, qui n'a pas joué à droite, heureusement. Dans les 3 milieux offensifs, parce qu'on était en 4-2-3-1, il y avait Julian Gressel à droite, Edison Flores en tant que numéro 10, Yamil Assad à gauche, et en attaque, Eric Sorga. Du côté de Révolution de la Nouvelle-Angleterre, Matt Turner dans les buts, Brandon Bay à droite, Alexander Butner à gauche et en défense centrale, Delamea et Michael Mancienne. Au milieu de terrain, Scott Caldwell et Kellen Rowe. Et les 3 milieux offensifs, toujours en 4-2-3-1 aussi. Carles Gil en tant que numéro 10. À droite, Gustavo Bou, Christian Penilla à gauche. Et en attaque, Adam Buxa.
est-ce que tes impressions par rapport à ces deux 11 de départ, Antoine, est-ce que tu as été surpris? Moi, sincèrement, je suis très content qu'O'Neil Fisher est revenu à DC United, a retrouvé sa place, parce que, comme je l'avais dit lors du podcast sur le premier match, je comprenais pas comment on mettait Russell Canouse à droite quand on a un O'Neil Fisher sur le banc. C'est vrai qu'il était blessé pendant 2 ans, sauf qu'il a l'air complètement en forme, mais il a disputé quand même un bon match, le défenseur américain. Oui, j'aime bien Fischer, c'est un joueur plutôt intéressant. Et oui, en fait, sur les deux, que ce soit DC ou le Revolution, il y a moins de surprises que ce qu'on a pu voir l'année dernière. Hier, pas l'année dernière du tout. Hier, lorsqu'on faisait les matchs, il y avait beaucoup de turnover un peu dans les 11, là, beaucoup moins. Un peu surpris de ne pas voir, je dois le dire, Ola Kamara commencer. Il était blessé, d'après ce que j'ai compris. Il était sur le banc, mais oui, il avait subi une petite blessure, oui. D'accord, c'est pour ça. Mais parce que Eric Sorga, j'avoue que je connaissais moins. Non, sinon c'est une équipe un peu basique, je trouve, de DC. Canaus au milieu, ouais, Felipe, ça passe vraiment bien. Après, si on fait après par rapport au match qui s'est déroulé, on peut se demander pourquoi jouer Flores dès le début, alors il a clairement l'air hors de forme, je trouve, alors que Higuaín semble vraiment être, au contraire, vraiment remuant. Mais en tout cas, avant le début de match, il n'y avait pas de surprise du côté de DC et du côté de New England Revolution. Là non plus, j'ai pas été trop surpris par le 11. Il y a des choix qui ont été faits. Je pense à Tipanbury, à Wilfried Zaïbo, qui n'ont pas été mis d'entrée, mais il n'y a rien qui me choque réellement dans ce 11. Effectivement, c'est exactement le même 11 pour New England que le premier match face à l'Impact de Montréal. C'est exactement le même. Du côté de Ben Olsen, on a fait plusieurs changements. Bon, on a des changements forcés. On a parlé de Ola Kamara qui était un peu blessé. Junior Moreno au milieu de terrain qui est suspendu parce qu'il y avait eu un carton rouge lors du dernier match. Donc, c'est pour ça qu'on voit Russell Canouse vraiment coulisser en tant que milieu central. En pointe, donc Sorga. Par contre, j'ai été un peu étonné, comme tu l'as dit, toi tu as parlé de Flores à qui on faisait encore confiance. Effectivement, c'est exactement la même chose. Pour moi, Flores va vraiment mal. Même dans ce match-là, il a encore prouvé comme quoi il n'est pas en forme ou est-ce qu'il n'est pas au niveau. Je suis pas trop sûr. En tout cas, assez intéressant de voir Ben Olsen qui reste quand même campé sur ses positions. Donc, si on rentre dans ce match-là, on voit que, effectivement, comme on l'a dit au début, une grosse domination de la part de New England. Par contre, point de vue de grosses chances, il y en a eu quand même quelques-uns. Et à chaque fois, on a Bill Hamid qui s'est quand même mis en évidence. On le voit, il a été très bon surtout en deuxième mi-temps. Il a été bon face à Gustavo Bou en première, en deuxième mi-temps face à Segura Penilla. Donc, il a fait quand même quelques beaux arrêts. Est-ce que pour toi, Bill Hamid est vraiment celui qui devrait être considéré comme le sauveur dans ce match-là face à New England? Ouais, quand même pas mal. Il a vraiment, il y a eu de la chance aussi. Je pense à notamment Kenny Rao qui a vraiment mis une patate du milieu de terrain qui est vraiment puissante, qui s'est écrasée sur la barre transversale, il me semble. Non, ouais, franchement, Hamid a vraiment sauvé les siens en début de match parce que, comme tu dis, les Peña, vraiment, il y a eu une occasion énorme qu'Hamid a réussi à arrêter. Il y a aussi Bouchka et Kalesril qui ont un peu asséné pas mal Hamid. Donc, ouais, et Bou aussi, à un moment, il envoie un ballon au-dessus de son but alors qu'il avait vraiment la cage ouverte devant lui. Il y a eu de la réussite du côté de DC et en fait vraiment pendant 50 minutes jusqu'au but de New England, c'est une domination totale de New England, j'ai trouvé, avec un très beau but, je trouve. Le but de Bouchka, je trouve vraiment beau, la tête, elle est bien réussie, bien placée, et le mec prend son temps alors que là, c'est un centre un peu contré donc il sait pas trop où ça va être, mais à partir de ce but, New England s'est vraiment reposé un petit peu trop et s'est fait punir sur une erreur complètement stupide d'Elamea et surtout, très bonne conscience et on va dire de sang-froid de Higuaín sur le but de DC. Mais c'est vraiment dommage pour New England parce que les 3 points vraiment leur tendaient les mains et après ils ont buté sur Hamid ou alors ils ont raté leur occasion. Donc vraiment dommage pour New England. Effectivement, et je pense qu'il y avait quand même une consigne assez claire du côté de Bruce Arena, du côté de New England Revolution. Peut-être qu'il a été influencé par Mathias Almeida, mais on a comme l'impression que
la consigne était dès que tu as une chance, tire au but. Si je regarde un peu, par exemple, si jamais tu vas voir un peu les stats du match, tu te dis, ah ouais, ils ont tiré vraiment très souvent 18 tirs au but. Mais juste Gustavo Bou, 7 tirs au but à lui tout seul. C'est quand même énorme. Dès qu'il a la chance, l'Argentin, il tire. Il est très bon, il faut le dire. Il a quand même une belle frappe de balle. Il est assez précis. Comme on l'a dit, Bilamid a dû se déployer plusieurs fois pour arrêter ces tirs-là. Par contre, est-ce que ce joueur-là, on dirait un joueur de l'ancien temps, Gustavo Bou, un joueur qui est très mobile, mais qui est surtout qui va tirer dès qu'il a une chance. On n'a plus trop l'habitude de voir ça dernièrement. En fait, si jamais tu vois les championnats européens ou quoi que ce soit, on a rarement c'est très rare qu'on voit des joueurs comme ça qui tentent leur chance dès qu'ils ont une occasion. Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend de voir encore un joueur un peu de l'ancien temps comme Gustavo Bou? Ouais, c'est marrant, mais en vrai, ça aurait pu marcher hier. Hein. Quand on voit 18 tirs à 6, c'est important de la part de New England. Mais après, faut encore qu'il est cadre. Je crois qu'ils ont 5 tirs cadrés ou un truc comme ça, New England, ce qui est pas dingue. Ouais, donc encore faut-il qu'il ait réussi, mais non, c'est pas mal. Surtout là, tu les assènes en fait de coups petit à petit. Vraiment, le quatuor offensif de New England, il est vraiment puissant. La Peña, Gill, Bou et Buxka, et puis en plus t'as Tilbury sur le banc. Ça fait vraiment peur, je trouve, pour les adversaires. C'est vraiment un des quatuors les plus offensifs de la ligue. Et Gustavo Bou fait bien le taf. En fait, ils sont assez complémentaires avec Riel qui est plus dans la technique, Buxka qui est vraiment renard de surface. Donc j'aime bien ce quatuor et ouais, Gustavo Bou est très intéressant. Exactement, vraiment très, très, très intéressant. Puis, ça a l'air que DC United commence à avoir cette réputation d'équipe qui, même si elle joue très, très mal, arrive à ramener un résultat. On l'a vu face à Toronto. C'était donc au moins, ils se sont pas vraiment compliqué la tâche. Mais par contre, c'était quand même assez intéressant de voir que DC United arrive à quand même aussi se rattraper et rattraper le match avec une énorme erreur de Milinar Delamea qui essaie de donner le ballon à son gardien de but, Matt Turner. Et c'est à ce moment-là que qui d'autre que Federico Higuaín chipe le ballon et va la mettre au fond. Est-ce que pour toi, c'est une sorte de persévérance, d'abnégation de la part de DC United qui croit toujours en ses chances sans même disputer un jeu alléchant? Est-ce que c'est une question d'état d'esprit ou est-ce que tu penses qu'effectivement cette équipe-là a les moyens de ses ambitions? Je pense qu'elle a les moyens sur le papier, mais le problème c'est que pour le moment ça marche pas très bien. Comme on parlait un peu de Flores en début de podcast, vraiment la moitié du match il était les mains sur les genoux en train d'être essoufflé, ce qui est dommage pour un joueur de sa trempe parce qu'il a l'air d'avoir du talent, mais clairement il l'exprime pas bien et il est pas en forme. Je pense à Gressel aussi, qui est l'ombre de lui-même, je trouve, dans cette équipe de DC. Il a vraiment du mal à s'exprimer. Par contre, du côté de Federico Higuaín, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Je trouvais que, certes, la passe de Delamea est complètement ratée, mais il y en a pas mal qui auraient, à mon avis, raté leur 1v1 contre Amid. Lui, vraiment, de sang-froid, il réussit sa frappe et la pose plutôt bien. Et c'est aussi le fait, plus que DC United, je pense que peu de joueurs de n'importe quel club aurait pas pris la chance d'une passe aussi nulle, mais je pense que c'est surtout les New England Revolution qui sont un peu trop posés après leur but et ont laissé vraiment un pressing de DC se former, ce qui est assez idiot. Non, franchement c'est marrant, j'ai trouvé 2 stats intéressantes. Déjà, Federico Higuaín, c'est 30 minutes de jeu sur les 2 matchs et 2 buts. Vu que Flores a vraiment du mal, j'ai l'impression que Ben Lawson aime bien Federico Higuaín. Ça m'étonnerait pas que Higuaín commence le prochain match en numéro 10. Je sais pas si à 35 ans il peut faire 90 minutes, mais il peut vraiment être utile, sachant qu'il y a 5 changements, on peut changer à la mi-temps si ça va pas. Et l'autre stat qui m'a fait rire, c'est que les 3 buts de DC pour le moment étaient tous les 3 inscrits par des mecs de 35 ans, brillant Higuaín. Donc c'est vraiment pas la jeunesse du côté de DC, mais non, les rêves étaient définitivement meilleurs. Mais ils ont manqué de faire le coche quand il fallait et c'est vraiment dommage pour eux parce qu'il a s'échappé 3 points stupidement. Ouais, effectivement, vraiment, il laisse échapper 3 points et le super sub, on va l'appeler notre ami Federico Higuaín, vraiment
il fait ce qu'il a à faire. Il est là pour amener son expérience et pour amener un peu sa grinta et en plus sa touche technique. On l'a vu lors du match contre Toronto, il se retrouve, il lobe un peu le gardien. Il lobe un peu le gardien. Puis cette fois-ci, en sorte de renard de surface, il va, il chipe le ballon, puis il va marquer un but. Même s'il n'est pas attaquant, on a un peu ce flair-là que les très bons joueurs ont. Donc voilà, Federico Higuaín, excellent super sub. En tout cas, moi aussi, ça m'étonnerait pas de le voir débuter lors du prochain match qui se jouera contre l'Impact de Montréal. On fait le point sur ce groupe parce que maintenant, toutes les équipes sont maintenant à 2 matchs. Donc, si jamais on voit le groupe en tant que tel, Toronto a 4 points et numéro 1. Le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, 4 points aussi. DC United avec 2 points, puis l'Impact de Montréal avec 0. Donc, tout reste à jouer du côté de ce groupe-là. Toutes les équipes peuvent se qualifier dans ce groupe, que ce soit en tant que la place numéro 1, la place numéro 2, mais aussi en tant que meilleur troisième si possible. Donc même l'Impact, rien n'est perdu encore. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Pour ce match-là, quel est ton meilleur joueur? Quel est ton pire joueur? J'aimerais avoir ton avis, mon cher Antoine. Alors, pour côté du meilleur joueur, petite mention pour non seulement Peña, que j'ai trouvé assez remuant, mais aussi Bilamid, bien sûr, dans les buts, comme on l'a mentionné. Mais sinon, pour moi, Buxka, non seulement il marque, mais en plus, il aurait pu faire 2 passes décisives si Gustavo Bou n'avait pas envoyé sa frappe kilomètre au-dessus du but, alors qu'il était vraiment un bout portant et que Peña avait pas été arrêté par Hamid. Donc, ouais, vraiment, Buxka a non seulement marqué, mais en plus fait un beau jeu de remise et des belles passes. Donc voilà, pour moi, Adam Buxka, homme du match. Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que c'est exactement mon choix aussi. Vraiment, j'étais très sceptique à l'arrivée de Adam Buksa. Je trouvais que c'était vraiment un joueur qui était peut-être un peu surévalué. J'avais pas trop aimé son début de saison. Par contre, hier, il a prouvé pourquoi il est là. Ça se voit qu'il commence à s'entendre encore de plus en plus avec ses coéquipiers. C'est intéressant parce que tu as 3 joueurs remuants comme Bou, Gil et Peña. Et puis tu as Buksa qui est là un peu comme tour de contrôle, qui va les laisser un peu graviter autour. Donc c'est quand même assez intéressant parce que ses remises de la tête peuvent faire très mal. Et puis le fait que lui soit capable de mettre le ballon au fond, c'est aussi très très intéressant. Excellent match du Polonais Adam Buksa, le nouveau joueur désigné du Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Et je suis complètement d'accord avec toi. Plusieurs mentions spéciales, que ce soit à Christian Peña ou que ce soit à Bellamy du côté de DC United. Et j'aimerais aussi ajouter, j'ai bien aimé le match de Kellen Rowe qui a été très bon au milieu de terrain. Oui, il a eu aussi, tu en as parlé de cette frappe sur la transversale qui était vraiment limpide, magnifique. J'aurais aimé la voir au fond. Malheureusement, c'était pas le cas. Pour le pire joueur du match, je pense qu'on a beaucoup de choix du côté de DC United. De mon côté, j'ai choisi Gressel parce que je m'attends à beaucoup plus d'un joueur, d'un de mes chouchous, Julian Gressel, que j'aime vraiment beaucoup. Ça a l'air, comme tu l'as dit, il a pas l'air à sa place à DC United. J'avais mis Flores lors du dernier match, donc voilà, c'était entre les deux. Pour faire un peu changement, j'ai mis Gressel. Toi? Ouais, j'ai hésité entre les deux aussi. Gressel, vraiment l'homme de lui-même. Ça se voit ça joue pas comme Atlanta et qu'il a du mal à se passer. Ce qui est dommage, ouais, c'est un des meilleurs joueurs de MLS très clairement là, depuis 2 saisons, mais là vraiment ça a plu. Et du côté de Flores, moi j'avais choisi Flores. Clairement, il est pas à son niveau et c'est censé être le joueur désigné qui va un peu tout changer, un peu comme tous les autres numéros 10 qu'on a en MLS qui viennent pour beaucoup d'argent. Et il a été vraiment pas très bon hier. Donc ouais, Flores sans hésitation. Parfait. En même temps de ce match-là, toujours à la même heure, il y avait un match entre le Kansas City, le Sporting Kansas City et les Rapids de Colorado. Très franchement, j'avais un œil sur ce match-là. Je regardais plus le match de DC United New England et j'ai finalement vu le match, un gros match du côté d'Orlando, entre Kansas City et les Rapids. Une victoire de Kansas City 3-2. Par contre, ça reflète pas du tout la physionomie du match, cette victoire de Kansas City, du point de vue où c'était quand même
un match assez bizarre avec beaucoup de choses assez cocasses qui sont arrivées dans ce match-là. T'as pensé quoi du match en tant que tel entre Kansas City et Colorado? Déjà, je suis dégoûté pour Colorado parce qu'ils sortent du tournoi alors que pour moi c'est une des meilleures équipes sur le papier. Et j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce match parce qu'il y a des erreurs d'arbitrage assez flagrantes, surtout contre Colorado et qui a vraiment, je trouve, pesé sur le match. Et alors que Colorado était de loin la meilleure équipe, en tout cas selon moi, il y a une main qui est sifflée, qui est vraiment pas évidente dans la surface, et en plus c'est fait après avoir assisté la vidéo. Il y a la vidéo qui est utilisée pendant vraiment des heures juste pour sortir un carton rouge. Il y a eu un but contré vraiment malchanceux aussi pour Sporting, le but du 3-2, 12 minutes de temps additionnel, enfin vraiment beaucoup de choses qui avaient peu de sens dans ce match. Et c'est dommage parce que Colorado avait besoin de mieux. Mais voilà, c'est une belle victoire de Kansas City, mais ils ont eu vraiment énormément de chance. Effectivement, on va revenir sur toutes les clés du match et l'analyse en tant que telle. On commence par les 11 de départ. Donc, du côté de Kansas City, dans les buts, Richard Sanchez, parce que effectivement, Tim Melia a été suspendu après avoir reçu un carton rouge. Sur la droite, Graham Soucy. Au centre, Roberto Puncec et Matt Bessler. À gauche, Luis Martins. On jouait en une sorte de 4-2-3-1, en 4-4-2, ça dépend. Au milieu de terrain, on avait Kiri Shelton, Roger Espinosa, Ili Sanchez et Johnny Russell. En tout cas, sur le site de la MLS, ça dit un 4-4-2, mais c'était plus un 4-2-3-1 selon moi. Et en attaque, on avait Alan Pulido, Gadi Kinda. Du côté des Rapids, on avait William Yarbrough dans les buts. Aussi parce que si je me trompe pas, Clint Irwin aussi, est-ce qu'il avait un rouge dans le dernier match? Non, peut-être qu'il était blessé. Mais bon, c'était William Yarbrough dans les buts. À droite, on avait Keegan Rosenberry. En tant que défenseur central, Lalas Abubakar, Danny Wilson. À gauche, le jeune latéral américain Sam Vines. Au milieu de terrain, en 4-3-3, on avait Kellyn Acosta, Jack Price et Cole Bassett. Et devant les trois attaquants, sur la droite, Younes Namli, sur la gauche, Nicolas Benezet. Et cette fois-ci, notre ami Robin Fraser avait décidé de titulariser Diego Rubio au lieu de Kei Kamara qui est resté sur le banc. Gros changement du côté, des deux côtés. Il y a eu plusieurs changements par rapport au match précédent. T'as pensé quoi des 11 de départ, Antoine? Il y a beaucoup de questions, moi, surtout du côté Colorado. J'ai eu du mal à comprendre vraiment déjà pourquoi Austin Trusty commençait pas ce match, pourquoi c'était Wilson, pourquoi c'était pas Drew Moore. Ensuite, pourquoi c'était pas Andrew Rhodes, le gardien de but, qui est quand même un peu plus, on va dire, connu que Yarbrough. Pourquoi il n'y avait pas Kei Kamara. Pourquoi il n'y avait pas non plus Shinyashiki, je peux comprendre encore. Mais Diego Rubio, c'était pas la bonne idée. Et d'ailleurs, il est sorti pour Kei Kamara. Namli et Benezet sur le côté, j'avais aucun souci avec ça. Mais ouais, je trouvais qu'il manquait une présence dans la boîte. Et c'est là où Kei Kamara a vraiment pu faire la différence. Et le milieu de terrain, par contre, pas de souci de ce côté-là. Et ce qui est cool, c'est que Fraser a vraiment, on va dire, utilisé ses armes sur le banc. Donc, je parlais de Kei Kamara, mais Austin Trusty, justement, est rentré un peu plus tard dans le match. Jonathan Lewis aussi. Donc, voilà, il a fait parler un peu d'un vrai autour de la 70e. Mais c'est dommage que il n'y ait pas eu, je trouve le 11 était étrange. Après, ça a plutôt bien marché parce que il y a vraiment eu, à part Wilson, il y a vraiment peu eu de gros ratages dans ces joueurs. Mais j'étais étonné, en tout cas, de voir ce 11 de départ. Et du côté de Sporting KC, il y avait Gerso sur le banc, Saloy, mais sinon, après on l'a dit, un Tim Melia qui est pas là, il y a rien qui je trouvais sorti du lot. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, écoute, très sincèrement, oui, effectivement, on avait Melia qui était pas là. Par contre, le dernier match, on avait Gerso en attaque, on avait Gerso en attaque. Cette fois-ci, on a mis Johnny Russell. Pour moi, j'ai pas trouvé que Gerso avait fait un très très mauvais match. Je sais qu'Anthony, quand il était là lors du dernier podcast, avait trouvé qu'il avait fait un mauvais match. Donc c'est peut-être pour ça que Peter Vermes l'a mis sur le banc. En tout cas, il a été assez remuant quand il est rentré dans ce match-là en deuxième mi-temps. Johnny Russell a été un peu invisible, mais
pas de grosses surprises de côté de Kansas City. Par contre, oui, des Rapids, on dirait qu'il a, c'est quoi, il a gardé 2 ou 3 joueurs par rapport au dernier match. Il faut dire que le dernier match, c'était une défaite, une grosse défaite face au Real Salt Lake. Donc, si tu regardes un peu la compo du dernier match, bah déjà, où est Clint Irwin? J'ai pas vu, peut-être qu'il est blessé, j'ai aucune idée, mais il a pas eu de carton rouge, donc il était même pas sur le banc. Très très bizarre de voir Clint Irwin pas là. Après, Yarbrough a fait un match correct plutôt, mais si tu vois par exemple latéral droit, c'était Jeremy Kelly lors du dernier match. En défense centrale, c'était Aboubacar Moore. Là, on voit Aboubacar Wilson. Vines est encore là, mais au milieu de terrain, t'avais Shinyashiki lors du dernier match. En attaque, tu avais Camara lors du dernier match. Là, t'as de nouveau Cole Bassett qui rentre, t'as Diego Rubio qui rentre. Bref, j'ai pas trop compris ce qui est passé par la tête de Robin Fraser. Il faut dire qu'il a été très bon depuis qu'il a pris les rênes de Colorado. Donc, je voulais pas non plus le critiquer avant d'avoir vu le match. Donc voilà. Si jamais on parle du match en tant que tel, t'as un peu mentionné un peu l'injustice face aux Rapids de Colorado. Pourtant, ils avaient super bien commencé avec ce magnifique but de Kellyn Acosta à la 7e minute. J'ai bien aimé comment ils ont été patients autour de la surface de réparation, que ce soit Rubio avec Benezet et Bassett. C'est là où Rubio a fait, je pense, sa meilleure action durant tout le match, où c'est lui qui a mené cette attaque-là avant le tir d'Acosta. Mais après, ça commençait déjà à être un peu dangereux du côté de Colorado. J'ai pas trouvé qu'ils étaient vraiment au-dessus de SKC. La preuve, il y avait le sauvetage sur la ligne de Jack Price sur un corner. Juste après, il y a le carton rouge, même si à la 61e minute, c'était en deuxième mi-temps, mais le carton rouge pour Wilson, qui est vraiment pour moi incontestable, c'est vraiment un carton rouge. Il l'enlace à l'attaquant de Kansas City. Donc le premier carton rouge est complètement mérité. Mais même là, en première mi-temps et en début de deuxième mi-temps, Kansas City a été très dangereux sur corner, ce coup de pied de coin, très 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 dangereux. Donc j'ai pas trouvé Colorado très serein et qui méritait vraiment de ce 1-0 déjà, parce que Kansas City tapait à la porte très très fort même avant le premier carton rouge. T'en penses quoi toi, Antoine? Ouais, je sais pas, j'ai trouvé vraiment Colorado plutôt serein en fait. Il y avait des actions de SKC, mais j'ai trouvé que Colorado se débrouillait plutôt bien dès qu'ils ont ouvert le score. D'ailleurs, très beau but de Kellyn Acosta. Ouais. Mais oui, c'est clair que en fait, dès qu'ils ont perdu Danny Wilson, ça commençait à être très compliqué. Ce qui est vraiment bête, hein, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il est titulaire. Puis t'as Jack Price qui sort 10 minutes plus tard, qui est vraiment le chef du milieu de terrain. Pour aussi une erreur bête où il insulte un arbitre, je crois. Bah, on sait pas, on n'a pas su ce qu'il a dit, mais on sait qu'il a parlé à l'arbitre. Bon, il faut dire que l'arbitre David Gantar est super reconnu pour être très rapide à sortir ses cartons. Mais oui, il a reçu un carton rouge, même vraiment direct, hein, sans même passer par un jaune. Donc, il a sûrement insulté l'arbitre. Et puis, c'était juste après le penalty transformé par Pulido après le 2-1. Donc ouais, c'était assez bizarre. Il faut dire que le penalty de Pulido, tu en as parlé un peu, c'est vraiment un appel très 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 controversé. J'ai aucune idée comment Gantar a pu remarquer que c'est une faute. Il a pu en fait donner un avis sur quelque chose qui était vraiment pas clair. J'ai regardé tous les angles de la caméra. Est-ce que le défenseur de Colorado a vraiment touché de la main ce ballon? On n'a aucune idée parce que ça aurait très bien pu dévier sur son coude, sur sa main ou même sur son pied. On n'avait aucun angle de caméra qui pouvait prouver que c'était bien de la main. Donc, je comprends un peu la frustration de Jack Price. Ouais, c'était vraiment très étrange ce penalty. Enfin, moi, j'aurais pas sifflé. Alors, dans le doute, je siffle pas parce que c'est vraiment pas évident comme faute. Et donc, ouais, c'est un peu le tournant du match parce que Jack Price après pète un plomb là-dessus et tu es en train de perdre 2-1. T'es obligé de faire sortir Nicolas Benezet pour faire entrer un défenseur à cause du carton rouge aussi de Danny Wilson et puis Kalen Warner aussi qui rentre à la place d'Acosta parce que Jack Price se fait sortir. Bon, on a vu un petit peu Kei Kamara et Jonathan Lewis vraiment donner du sang frais, notamment Lewis, je trouve qu'il a fait une entrée plutôt correcte et d'ailleurs qui marque sur une passe D de Kei Kamara. Et à ce moment-là, vraiment, quand Jonathan Lewis raccroche, je trouve que, en fait, après le but d'Alan Pulido sur le penalty, Colorado domine plutôt, je trouve, pendant 10-15 minutes.
Et c'est vraiment dommage parce que ils se prennent un but un peu gag sur un contre qui est mal géré par le gardien. Euh, et finalement, en fait, ils ont pas. Alors que pendant 10 minutes, ils ont raccroché au score et le 2-2, ça semblait plutôt mérité. Et vraiment sur un contre idiot, The City marque plutôt chanceux. Donc c'est vraiment dommage de la part de Colorado qui a pas su, qui se prend un but gag et je trouve qu'il se fait un peu avoir par l'arbitrage. Après, pour le coup, Nico Benezet aurait aussi pu se faire expulser pendant le match. Il y a un moment où il ceinture un peu à la gorge, enfin, en vrai, ceinture, mais il donne un coup de coude à la gorge sur un contact avec un joueur, je ne me souviens plus lequel de Casey. Et il y a un carton jaune. Pour moi, un coup direct à la gorge, c'est carton rouge, même s'il n'est pas forcément fait exprès. On me dirait quand même qu'il monte son coup de très haut. Donc voilà, l'arbitre en tout cas était vraiment horrible sur ce match. Et c'est vraiment dommage pour Colorado qui se fait rejoindre, qui avait poussé dans la dernière minute et qui se fait rejoindre sur un but un peu gag. Ouais, effectivement, un but gag, comme tu as dit, c'est un tir de Graham Soucy à la 92e minute, donc dans le temps supplémentaire, qui est complètement dévié devant le but. Je te trouve assez sévère avec Yarbrough quand tu dis comme quoi il est mal géré par le gardien, et c'est quand même assez difficile, hein, parce que il se place pour rendre le tir, puis il y a une grosse déviation, il essaie de se replacer après, il est plus sur ses appuis, ce qui est complètement normal. Je te trouve assez sévère avec Yarbrough sur ce but-là. Je pense que ça aurait été très difficile pour n'importe quel gardien de rendre ce ballon-là, surtout que le ballon est piqué, il vient bien au-dessus de toi, il arrive quand même avec une certaine force. J'ai pas trouvé, j'ai du mal à vraiment blâmer Yarbrough sur le dernier but. Je sais pas si tu veux revenir là-dessus, mais Non, peut-être que je revois l'action, mais dans mes souvenirs, il est pas sur ses appuis, ce qui est compréhensible parce qu'elle est contrée. Mais la balle est pas si haute que ça, et en fait, on voit qu'il touche, mais il la repousse un peu mal, il la repousse dans le but. Enfin, c'est pas une erreur horrible, mais c'est bête parce que, à mon avis, c'était arrêtable. Bah, en tout cas, il aurait pu peut-être utiliser le point, mais tu sais, avec ces millisecondes-là, c'est quand même assez compliqué. C'est vraiment plus de la malchance que vraiment une erreur du gardien, selon moi, sur ce but-là. Après, bon, très très bon. J'ai bien aimé en fait. Le collectif de Colorado parce que même en jouant à 10, ils réussissent à marquer le but d'égalisation pas d'égalisation, sur le but d'égalisation sur le 2-2 avec un super but de Jonathan Lewis. Je sais que c'est un joueur que t'aimes beaucoup. En 1-2 avec Kei Kamara. J'ai vraiment bien aimé ce côté-là. Et de plus, même en étant à 10, ça a été difficile pour Casey de revenir dans le match. Il a fallu cette super volée, hein, il faut l'avouer, hein, la super volée de Kiri Shelton sur un centre dans un angle extrêmement fermé. C'est quand même difficile à mettre au fond. Techniquement, c'est quand même très très bon de la part de Kiri Shelton, n'est-ce pas? Ouais, il est superbe le but. J'étais assez surpris de le voir tenter comme ça, mais très beau but, et en plus c'est vraiment celui-là qui redonne de l'espoir à Casey après l'heure de jeu, parce que je pense que sans ce but, ou sans en tout cas l'avoir mis au fond comme ça, il y aurait peut-être pas eu autant, Casey aurait peut-être pas autant poussé. Mais là, Kerry Shelton a vraiment remis les siens vers l'avant. Exact. Donc bref, donc j'aimerais avoir, on n'a pas vraiment trop de choses à dire par rapport à ce match-là, parce que tout est dit avec les actions du match. C'est vraiment l'arbitre qui a dicté la rencontre. Ce n'est ni Kansas City ni Colorado. J'ai un peu honte parce que l'arbitre est canadien. Je vais pas le dire très haut, mais voilà. Et juste par rapport à tout ça, j'aimerais que tu me dises qui est pour toi le meilleur joueur du match et qui est le pire joueur du match. Je te laisse la parole. Au niveau du meilleur joueur du match, je vais mettre Kerry Shelton, parce que il a fait oublier que Russell a eu un match compliqué, comme tu l'as dit plus tôt, et c'est vraiment lui qui a redonné espoir à Casey. Et pour le pire, vraiment Wilson pénalise son équipe en faisant une erreur aussi bête que de ceinturer l'attaquant adverse. Vaut mieux le laisser partir ou tenter le physique pour le rattraper. Tu laisses ton équipe à 10 contre 11 au bout de 60 minutes, ce qui est vraiment dommage parce que Colorado, je trouve, jouait plutôt bien. Et réussi à revenir à 9 contre 11, donc c'est bête qu'ils n'aient pas joué tout le match à 11 contre 11.
Ouais, effectivement, je suis complètement d'accord. Pour moi, joueur du match, c'est Alan Pulido. Je pense que c'est une des premières fois où on voit Pulido vraiment peser sur ce match. Il a eu un coup franc complètement sur sur la transversale à un moment donné. Il a marqué un but, bon, sur penalty, tu vas me dire, mais sauf que il était très remuant. Il a fait sentir sa présence tout le temps, impliqué dans la plupart des attaques, ben, toutes les attaques de Sporting KC. J'ai vraiment beaucoup aimé son match. On voit pourquoi maintenant il a été signé par Kansas City et c'est un numéro 9 qui va peser pour l'équipe de Peter Vermes dans le futur. Du côté du pire joueur, j'aurais pu nommer beaucoup de joueurs. Tu as parlé de Danny Wilson, qui est pour moi aussi un choix très légitime. J'aurais pu mettre aussi Jack Price, parce que c'est stupide quand tu es leader de ton équipe, parce que le leadership dans l'équipe de Colorado, ça vient de Jack Price. Il a été très bon jusqu'à son carton rouge. Je trouve juste stupide qu'il n'arrive pas à se retenir et éviter de dire de donner des gros mots ou quoi que ce soit, de réagir devant l'arbitre. Mais pour moi, celui qui a été le pire dans ce match-là, ben, c'est l'entraîneur Robin Fraser. Des choix très 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 bizarres de la part de Robin Fraser. On l'a vu, Kei Kamara quand il est rentré, il a été très bon. Même Trusty quand il est rentré en défense centrale, il a été bon. Jonathan Lewis a été bon quand il est rentré. Donc je sens qu'il a complètement manqué son 11 de départ, Robin Fraser. Je l'ai souvent tressé des louanges, Robin Fraser l'année passée. Cette fois-ci, c'est sur ce match-là, c'était pas trop ça. Il faut dire en fait sur ce tournoi-là, parce que même déjà dès le premier match, c'était pas très bon de la part de l'entraîneur. Puis cette fois-ci, c'est la même chose. Ouais, c'est clair, je suis assez d'accord avec toi. C'est dommage qu'il ait pas fait rentrer, parce que Colorado a vraiment bien joué, alors qu'il était à 9 contre 11 une fois que Lewis et Camara sont arrivés. Donc c'est dommage qu'il ait pas pu trouver un peu ces idées-là, mais après il a été obligé aussi de faire avec Wilson qui s'est expulsé, de faire sortir Benezet, etc. Donc match compliqué pour lui, mais on va voir un petit peu le troisième match contre pour Dubin, mais ce sera intéressant de voir quelle formation il met. Oui, effectivement. Donc, comme tu l'as dit, le troisième match, contrat pour du beurre. Un petit retour sur le groupe D. Donc, ce fameux groupe D où on a Real Salt Lake premier avec 4 points, Minnesota United premier aussi avec 4 points. Juste après, on a Kansas City avec 3 points et Colorado avec 0. La raison pourquoi Colorado est déjà sorti, c'est que Colorado a une différentiel de -3, tandis que Kansas City, avec ses 3 points, a un différentiel de 0. Donc, ce serait mathématiquement, ils sont pas complètement sortis. En fait, si, parce que leur adversaire direct, Kansas City, ils les ont déjà battus. Donc oui, ils sont officiellement et mathématiquement sortis. Ils pourront pas se qualifier, même si leur différentiel de but est meilleur que celui de Kansas City. On passe au dernier match, qui est aussi le match entre les deux premiers de ce groupe-là, le Real Salt Lake et Minnesota, 0-0. Un match nullissime, vraiment nullissime. Vraiment rien à se mettre sous la dent. J'espère qu'il y a aucun Français qui s'est réveillé à 4h30 du matin pour voir ce match-là, parce que vraiment, je suis sûr qu'il s'est rendormi. On dirait une berceuse ce match-là, parce que il y avait vraiment rien à se mettre sous la dent. Quelques petites actions à droite à gauche, mais rien d'extraordinaire. T'as pensé quoi du match en général, Antoine? Oui, un match vraiment pas fou, très coincé au milieu de terrain. Ça se bataillait vraiment à ce niveau-là du terrain et finalement très peu d'action. Le peu d'action a bien été géré par McMath ou Miller de l'autre côté. Et c'est des tirs de loin, des chances, très peu de chances qui étaient vraiment décisives. Donc ouais, un match plutôt ennuyant. Effectivement, un match ennuyant. On va parler des 11 de départ. Donc, du côté de Real Salt Lake, Zach McMath dans les buts. Du côté droit, Aaron Herrera. En défense centrale, on avait Justin Glad, Marcelo Silva. À gauche, Donny Toya. Au milieu de terrain central, on avait Everton Luiz et Pablo Ruiz. À gauche, Corey Baird. À droite, Albert Rusnak. Et en attaque, le duo Douglas Martinez, Damir Kreilach. Du côté de Minnesota, c'était Tyler Miller dans les buts, Romain Métanire à droite, en défense centrale, Michael Boxall et José Aja. À gauche, Chase Gasper. Au milieu de terrain, on est en 4-2-3-1. On avait Osvaldo Alonso qui revenait dans le 11 de départ et Yann Gregouche.
Et les trois milieux offensifs, on avait Robin Lod à gauche, le Suédois, ou Finlandais, pardon. Au milieu de terrain, en tant que milieu offensif, Kevin Molino, le Trinidadien. À droite, Ethan Finlay. Et en attaque, Aaron Schoenfeld. Tes impressions sur ces deux 11 de départ? Du côté de RSL, peu de surprises. Bon, il y a vraiment un banc de touche qui est très solide. Je pense à Meram, à Beckerman, à Rossi, à Sam Johnson. Mais j'ai trouvé le 11 plutôt légitime. Et c'est du côté de Minnesota où j'ai peu compris la décision de titulariser Schoenfeld plutôt que t'as Amaria qui peut jouer en 9, tu as Mason Toy. Enfin, j'ai trouvé un peu étrange cette décision, mais derrière, après, c'est quand même du grand classique. Finalement, Dodson qui a sa place à Alonso, c'est plutôt logique. Alonso est quand même un très bon milieu de terrain. Et non, sinon, peu de grosses surprises. Je regarde vraiment Thomas Chacon aurait pu être aussi titulaire, mais bon, pour le coup, s'il y a des joueurs qui ont bien joué, c'était Finlay et Lod, donc ça m'étonne pas trop de voir ce 11 de départ du côté de Minnesota. Bah écoute, moi je trouve qu'il y avait quand même deux gros choix. Donc tu as parlé de Mason Toy du côté de Minnesota qui a quand même eu un très mauvais match lors du premier match contre Kansas City. Donc je peux comprendre encore cette décision de la part d'Adrian Heath. Par contre, c'est quand même un choix fort de mettre Mason Toy qui a quand même été très bon l'année passée, de le mettre sur le banc pour Aaron Schoenfeld. La deuxième chose, et ça c'est plus du côté de Real Salt Lake, l'absence de Kyle Beckerman qui pour moi vraiment incompréhensible. Il a même pas joué dans ce match-là. Oui, c'est vrai, il a 38 ans. Peut-être qu'il faisait trop chaud pour lui ou quoi que ce soit. C'est quand même assez bizarre parce que Beckerman a été très très bon lors du dernier match. J'ai vraiment trouvé ça très 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 bizarre. Après, bon, il n'y a pas d'énormes surprises, à part Beckerman, qui est pour moi la plus grosse surprise de ces deux 11 de départ. Par contre, il y a du talent sur ce terrain et je comprends pas comment ça se fait qu'on ait eu un droit à un match aussi soporifique que ça. Ouais, mais d'ailleurs, en parlant de talent sur le terrain et sur le banc de RSL, il y a un truc que je m'explique absolument pas, c'est le coach de RSL qui décide de pas faire de changement jusqu'à la 79e. Alors tu as un changement vite fait pour remplacer Rusnak qui est blessé à 34e, mais après c'est du grand n'importe quoi alors que le mec a quand même 5 changements et que son équipe était à 79e, t'es quand même plus très frais. Il attend la 79e pour le faire alors que tu peux faire à la mi-temps, faire rentrer justement les mecs qui va faire rentrer plus tard des Giuseppe Rossi, Nick Wessler, Sam Johnson ou Michael Chang, c'est des mecs que tu peux faire rentrer vraiment avant, et j'ai pas compris pourquoi il a attendu la 79e minute, ça a aucun sens pour moi. Vraiment ce format de tournoi où justement tu profites ce qu'a fait Minnesota en lançant Chacon, Maria ou Dodson, et puis Rami Edwards à 80e, c'est vraiment de profiter du fait que tu as 5 changements et qu'à la mi-temps tu peux changer si tu veux la moitié de tes joueurs de terrain. Très étrange, mais donc peut-être que c'est ça aussi, le fait qu'il y ait un manque de rythme du côté de la RSL. Mais sinon, on va dire que le match n'était pas fou. Robin Lod, excellent match pour Minnesota. C'est vraiment lui qui faisait bouger un petit peu les lignes. Et Ruiz aussi pour RSL a plutôt été bon. Mais il y a vraiment un manque dans la finition aussi. Sam Johnson qui a buté sur le gardien. Ou les joueurs de McMath qui a vraiment été présent. Donc avec des mauvais gardiens, ça aurait fait 1-1 ou 2-1. Mais ça aurait resté un match en effet très ennuyant. Ouais, effectivement, vraiment un match très ennuyant, comme tu l'as dit. Je veux parler un peu du fait, est-ce que tu penses que pour toi, la blessure d'Albert Rusnak, qui est quand même, si tu veux, un peu, je vais pas dire la star, mais presque la star du côté de Real Salt Lake, vraiment le joueur le plus technique sur qui la plupart des attaques passent. Est-ce que pour toi, ça a eu une influence sur ce match-là? Il a été remplacé par Justin Meram, qui est pas un mauvais joueur, mais c'est vraiment pas, il n'arrive pas à la cheville de Albert Rusnak. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui a fait en sorte, cette blessure, qui a fait en sorte que le match n'ait pas été meilleur que ce qu'il aurait pu être? Meram a fait une entrée qui était pas horrible, donc ça va, mais non, c'est clair que ça a influencé, parce qu'en plus, Rusnak, il aurait été contre Chase Gasper, qui est quand même relativement inexpérimenté en MLS, donc à mon avis, ça aurait fait un duel assez compliqué pour Gasper, et ça aurait pu apporter des solutions à droite, mais non, Meram a plutôt bien remplacé, je trouve, et puis apparemment, Rusnak, sa blessure n'est pas si grave, il pourra jouer au prochain match.
Donc, Heureusement, parce que c'est dangereux, hein. Real Salt Lake a besoin d'un excellent Albert Ousnak. Vraiment, c'est un joueur qui m'impressionne de plus en plus. De plus je vois de ses matchs, plus je suis impressionné par ce joueur tchèque. Donc voilà, je voulais juste voir si jamais tu pensais que ça a eu une grosse influence. Moi, je trouve que oui. Je trouve que Justin Meram a fait un bon match, mais c'est plus le Justin Meram de Columbus, sa première aventure avec Columbus, parce qu'on sait qu'il est parti à Orlando puis il est revenu à Columbus. Mais après au début, quand Columbus était arrivé en finale de la Coupe MLS, Justin Meram était vraiment un joueur extraordinaire. Ce n'est plus ce joueur-là. Je trouve qu'il a perdu beaucoup. Je sais pas, pourtant il est pas très vieux, il a juste 31 ans. Je sais pas ce qui se passe, mais je le trouve plus aussi dangereux que ce qu'il était avant. Il a eu peut-être deux, trois chances de tirer de loin. Ses tirs étaient vraiment très mous, complètement sur Tyler Miller. On le voit plus vraiment être dangereux, Justin Meram, comme il était auparavant, non? C'est vrai. Après, moi, j'avais trouvé très bon lors de sa pige à Atlanta. Il n'était pas tout le temps titulaire, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il jouait, il était plutôt efficace. Mais ouais, c'est dommage qu'il soit enterré à Orlando comme Dom Dwyer ou comme d'autres. Enfin, il a vraiment perdu là-bas. Après, c'est un tournoi un peu étrange. Ça se trouve, le reste de la saison, il arrivera à faire la différence. Je pense que RSL est allé chercher vraiment pour une bonne raison, c'est parce qu'à mon avis, le salaire doit quand même être un peu élevé. C'est un mec qui est souvent efficace, qui est assez complet. Je trouve qu'il dribble plutôt bien. Quand il tire, ça va, il s'est centré. Et moi, j'avais été plutôt content de sa saison avec Atlanta et discret qu'il n'ait pas été récupéré après. Ouais, effectivement. Et puis, j'aimerais parler un peu de Corey Baird. Corey Baird qui, pour sa première saison, a été extraordinaire avec RSL. Puis depuis, c'est un peu plus difficile. C'est comme si depuis qu'il a eu ses premières apparitions en équipe nationale, on sent que ça va plus aussi bien que ce que ça allait avant. C'était compliqué. Hier, il a fait un très mauvais match, presque inexistant. Il marque plus autant qu'il avait marqué lors de la première saison. Je pense que sa première saison, il avait marqué 7 ou 8 buts, puis après, il marquait plus. Bon, après, ce n'est pas un attaquant de pointe, mais par contre, je le trouve bien moins dangereux. Est-ce que tu penses que c'est mental du côté de Corey Baird? Il faut dire qu'il est pas vieux, hein. Il a juste 24 ans, donc il peut encore se reprendre, mais on sent qu'il stagne un peu. Ça fait, déjà en 2019, il stagnait un peu, puis maintenant, on a comme l'impression qu'il n'est pas en forme non plus. Ouais, moi ça m'étonne pas trop en fait, parce que comme tu l'as dit, la saison dernière était déjà pas dingue et là, c'est un tournoi étrange, mais il est pas au top de son niveau. Après, est-ce que c'est aussi parce qu'on parle plus de Rusnak ou de Kreilach que lui, c'est peut-être aussi possible. C'est un joueur qui rate rarement ses matchs complètement, mais ouais, il est rarement brillant ces derniers temps et il a perdu vraiment sa place en équipe nationale. Il est parfois appelé à des camps spécialement pour les joueurs de MLS, mais non, c'est un joueur qui a du mal et il va falloir qu'il se reprenne parce qu'il y a du talent sur les côtés aux États-Unis qui peuvent, avec qui il a du mal à rivaliser. Donc voilà, à voir sur le futur. Mais ouais, j'ai pas été impressionné par son match hier. Ben exact. Et puis il y a du talent aussi sur Real Salt Lake. Donc déjà, avant même de penser à l'équipe nationale américaine, il doit penser à sa place au Real Salt Lake parce que sur les côtés, tu as des joueurs comme Michael Chang qui a fait une bonne rentrée, tu as Sam Johnson qui a fait aussi une bonne rentrée même si il a un peu pêché dans la finition. Mais bon, t'as Justin Meram qui est rentré pour Rusnak. Donc tu as quand même de bons joueurs du côté de Real Salt Lake, sans oublier son énorme vivier et son académie extraordinaire. Donc sûrement des joueurs que je connais pas vraiment qui pourraient venir aussi lui chipper sa place. Donc il peut pas se reposer sur ses lauriers, Corey Baird, il va devoir se reprendre. Du côté de Minnesota, enfin, le retour de Osvaldo Alonso, et on l'a vraiment senti. La preuve, on le voit, il est impliqué sur pour moi, l'occasion du match où il donne une passe à Robin Lod. Robin Lod fait un petit crochet, puis il tire complètement sur le poteau. Osvaldo Alonso, Ozzy Alonso a l'air de retrouver un peu sa forme. Hein. Ouais, vraiment. Je trouve l'année dernière, il a fait une très bonne saison avec Minnesota. Ouais, mais là, non, il a fait un gros match. Yann Grigous aussi, qui a plutôt bien tiré le jeu. Vraiment, ce milieu, c'est un des meilleurs de MLS, Grigous et Alonso. Donc, très heureux de les voir ensemble. Et franchement, il y a beaucoup de talent dans cette équipe de Minnesota. Elle pourrait peut-être aller loin dans ce tournoi. Effectivement. Et c'est intéressant parce que les deux côtés, tu avais deux gardiens
que nous-mêmes, on a un peu critiqué assez souvent sur nos podcasts, Tyler Miller et Zach McMath. Tous les deux ont eu un très bon match. Est-ce que tu penses qu'ils nous ont écoutés puis ils ont décidé de se montrer sous un meilleur jour, mais ils ont vraiment fait un bon match tous les deux, je pense, hier. Ouais, je me souviens qu'on parlait un petit peu de RSL, de qui allait être le titulaire pour remplacer Raimondo. Moi, j'aimais bien McMath, donc je suis content qu'il réussisse. Et Tyler Miller, pareil, c'est un gardien que j'aime beaucoup. Je pense que par rapport au salaire que coûtait Mannone, c'était pas plus mal d'aller chercher lui pour économiser un peu d'argent. Il est pas sans reproche Miller sur le premier match, mais là, il a un seul arrêt à le faire et il le fait plutôt bien. Et McMath, par contre, il a sorti un énorme match. Il a vraiment sauvé son équipe à plusieurs reprises parce que Minnesota aurait pu gagner ce match. Et donc ouais, non, franchement, McMath, belle surprise et très bon gardien. Ouais, effectivement. Bon, Tyler Miller était vraiment horrible lors du premier match, mais bon, ce match-là, il était de loin meilleur. Il a fait ce qu'il fallait. D'un autre côté, j'aimerais qu'on parle un peu du mouvement qui est en train qui fait rage un peu sur Twitter du côté de Minnesota avec le fameux hashtag Free Chacon. Donc pour Thomas Chacon, le jeune joueur désigné, parce que vous avez le statut de joueur désigné, mais vous avez le statut de jeune joueur désigné où effectivement il y a une limite sur le salary cap qui est encore plus basse qu'un joueur désigné. Donc c'est pour tous les joueurs qui ont moins de 21 ans. Donc Thomas Chacon, c'est vraiment un jeune joueur désigné du côté de Minnesota. Il y a une grosse campagne pour Free Chacon parce que ça a l'air que Adrian Heath ne lui donne pas assez sa chance. C'est pas que ça a l'air, mais en fait, Adrian Heath ne lui donne que très peu sa chance. Enfin, ça a l'air que la pression a eu raison de Adrian Heath et on voit Thomas Chacon qui a fait une entrée sur le terrain. Bon, après, il n'a pas joué longuement, il est juste rentré à la mi-temps. Il a joué quand même une mi-temps pour Kevin Molino. Il a quand même été assez intéressant, assez remuant, Thomas Chacon. Est-ce que tu aimerais voir, toi aussi, comme la plupart des supporters de Minnesota, beaucoup plus de ce jeune Uruguayen? Oui, clairement. Après, peut-être qu'il arrivait justement hors de forme, ou peut-être qu'il n'était pas préparé, c'est pour ça qu'il n'a pas joué jusque-là. Mais ouais, non, franchement, jouer une mi-temps, c'est pas mal dans un match à 5 changements, je trouve. C'est quand même une preuve de confiance. Il a fait un match plutôt solide. Après, le milieu de terrain à Minnesota, il est vraiment chargé. Robin Lod et Finlay ont été plutôt bons hier. Molino, c'est un joueur qui a eu un début de saison canon avant le confinement. Même sur le banc, hein, Raheem Edwards par exemple ou Wesley Dodson, même s'il joue plus bas, c'est quand même des gros joueurs, donc c'est pas facile pour lui, je pense, de se faire une place, mais content de l'avoir vu une mi-temps. Ouais, effectivement, il y a aussi Corey Hayes, hein, qui est là, l'ancien de Dallas. Donc bref, il y a quand même à voir du côté de Minnesota sur le banc. Par contre, quand tu penses, Thomas Chacon a fait quand même une belle entrée, mais non seulement il a failli marquer un but extraordinaire en tentant le lob sur Zach McMath. Bon, Zach McMath qui était un peu avancé, il a réussi à faire une manchette pour empêcher le ballon de pénétrer sa cage. Par contre, c'est quand même assez intéressant d'avoir un joueur technique comme ça. Il est tout jeune, hein, il a juste 19 ans. Donc moi, j'aimerais voir un peu plus de Thomas Chacon parce que on n'a pas vu assez. Puis et c'est pour ça qu'il y a ce mouvement-là de Free Chacon sur Twitter, c'est que les fans de Minnesota veulent le voir plus souvent parce que ils l'ont pas assez vu en tant que jeune joueur désigné. On le voit techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Ça peut être quelque chose d'intéressant, ça peut être un peu le nouveau Quintero, hein, du côté de Minnesota, avec bien évidemment ses replis défensifs parce qu'il est fait lui ses replis défensifs contrairement à Quintero. Donc voilà pour ce petit mouvement-là que j'ai aimé mentionner. Donc pour toi, quel est le meilleur joueur du match et quel est le pire joueur du match? Je sais qu'on a parlé un peu de tous les joueurs, donc je suppose qu'il y a certaines choses qui vont revenir, mais sauf que je te laisse la parole pour me nommer ces deux joueurs-là. Ouais, alors McMath pour moi est un choix assez facile, mais je vais prendre plutôt Robin Lod, qui a vraiment été très très ambiant. De base, je trouve que Molino et Finlay ont été meilleurs sur les 2 premiers matchs de la saison. Mais là, Robin Lod a vraiment montré son talent. Il a eu des occasions plutôt franches. Il a réussi à faire jouer autour de lui. Donc, gros match de Robin Lod. Et pour le pire joueur du match, ça a été difficile de trouver un joueur en particulier, je t'avoue, parce qu'il y en a peu qui l'ont complètement raté le match, mais il y en a beaucoup qui ont eu peu d'impact, je trouve. Oui, je pourrais dire Corey Bird, comme tu as mentionné plus tôt.
C'est exactement mes choix aussi. Robin Lott, avec une mention spéciale à McMath, mais aussi à Taylor Miller, que j'ai trouvé quand même assez bon. Oui, il a fait quand même, il a fait quoi, 2 ou 3 arrêts, oui, 2 arrêts dans le match. N'empêche, il a été quand même rassurant. Bon, sur certains moments, il aurait pu peut-être attraper le ballon au lieu de le boxer, mais n'empêche, c'était quand même encourageant après son premier match horrible. Donc voilà, c'est une petite mention spéciale. Une petite mention spéciale aussi à Jan Greguš, qui a fait un très très bon match, qui aurait pu même marquer avec une petite chevauchée à un moment donné. Donc voilà, il y a eu de très bons joueurs. Du côté du pire joueur, ben je l'avais dit, comme toi, Corey Baird, pour moi, vraiment du n'importe quoi. Il est remplacé à 79e minute. Il a vraiment pas été là, il a été mauvais, mais vraiment très très mauvais. Il est remplacé par Michael Chang à 79e, puis Michael Chang en 11 minutes a fait de loin mieux que Corey Baird en 79. Donc c'est juste pour dire que il est vraiment passé à côté de son match l'international américain. Donc voilà pour ce match-là, donc 0-0 et voilà pour ce podcast-là. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Antoine. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi, mais tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette journée-là? Non, c'est très sympa. C'est 3 matchs très intéressants avec New England, je trouve qu'il s'est un peu volé, et, Colorado tristement éliminé. Et un match un peu ennuyant, mais 3 dynamiques différentes et un plaisir de faire le podcast avec toi également. Parfait. Ben, excellent. Ben, j'espère que vous avez aimé cet épisode quotidien de MLS is Back. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. On parlera bien évidemment des 2 matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Donc 2 matchs très 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 intéressants. Le match entre Portland et Houston et El Trafico, le match entre LAFC et LA Galaxy. Demain sur Culture Soccer avec un nouvel épisode du podcast MLS is Back. À demain.